Bon bah faut rembourser les gars, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commencé une vidéo comme ça, non? Ça vous manquait? À moi, beaucoup. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV pour le plus gros gâchis que j'ai jamais vu de ma vie. On va parler d'un film qui va, soi-disant, parodier James Bond à la française, du légendaire Gun Barrel au pré-générique, jusqu'au générique à la James Bond, et va même y avoir la musique de James Bond. Qui c'est ce mec? Yvan le chiffre. Yvan le chiffre. Hein, quoi? Qui ça? C'est une bonne question. Et en 75, ils ont dû payer des sacrés droits d'auteur pour pouvoir utiliser cette musique juste quelques secondes. Ils ont même convié Bernard Lee, le vrai M de l'époque, et Lois Maxwell, Moneypenny, Clifton James, le shérif de Vivre et Laisser Mourir et de L'Homme au pistolet d'or, les derniers James Bond du moment à l'époque. Ils ont même été chercher Mickey Rooney, un acteur qui a plus de 80 ans de carrière. Mais je m'en souviens surtout pour son rôle de Lampy dans Peter et Elliot le Dragon de 77, le film de Disney qui m'a mis le plus mal à l'aise de ma vie. Oui, Peter et Elliot me fait flipper. Entre les paysans dégueulasses qui torturent les gosses, avec des super acteurs, hein, avec Sheila Winters qu'on a vu par exemple dans le Poséidon, on en avait parlé sur la chaîne à un moment donné, qui retrouve d'ailleurs Red Buttons, qui jouait aussi dans le Poséidon et qui joue aussi dans Peter et Elliot le Dragon, un rôle tout aussi flippant, distribution de fou dans Peter et Elliot, dont celui qui joue Lampy. Un dragon, c'est vrai, j'ai vu un dragon, tout vert crachant des flammes, qui ne l'a vu ne saurait y croire. Des yeux tout rouges, une tête de lion, des ailes toutes noires. Mickey Rooney, qui est, tiens, parce que tout est connecté sur cette chaîne, dans Bon baiser de Hong Kong. Et c'est pas le seul acteur estampillé Disney qu'on voit dans ce film. On a aussi le grand, même s'il est connu surtout pour 3 films, mais le grand David Tomlinson de Mary Poppins. Je vous donne les 2 pence. J'adore cet acteur. Il est hyper touchant. Vous croyez que ça va tout arranger? Merci. Et il jouait un véritable salopard dans le premier épisode de La Coccinelle, premier du nom, qui est mon deuxième Disney préféré après Mary Poppins. La Coccinelle, une thématique dont je pouvais pas parler sur Nienko TV parce que cinéma français ça collait pas à la classe avec la Coccinelle. Mais là, puisque j'ai une bonne excuse pour en parler un tout petit peu, on va en profiter. Mais je suis amoureux de cette voiture. J'adore comment elle va vite, j'adore le bruitage qu'elle fait, j'adore son klaxon, j'adore comment elle est mignonnette, j'adore son histoire, j'adore son pilote, Jim Douglas. C'est la voiture de mes rêves. Et que dire de ce duo de vilains absolument culte qui me fait penser au duo Satanas et Diabolo, de dessin animé qui était sorti tiens la même année que La Coccinelle en 69, à mon avis c'est pas un hasard.
Les fameux Peter Thorndike et Habershaw. Les deux ensemble dans une voiture, c'était des barres de rire, je me souviendrai toujours de la scène avec l'ours, et c'est toujours des barres de rire aujourd'hui. Donc j'aime Mary Poppins, j'aime la coccinelle, on a un acteur qui joue dans les deux, David Tomlinson, qui va jouer dans un film français, et en plus, je suis amoureux des vieux James Bond. James Bond, dont j'avais fait un top 10 au début de ma chaîne, parce que j'ai grandi avec les James Bond, surtout ceux de Roger Moore, l'espion qui m'aimait étant mon préféré, mais j'ai grandi aussi avec Hot Job, avec Requin, avec Mayday, avec GoldenEye sur la 64 et son magnifique mode multijoueur, avec lequel j'ai longtemps joué avec mes potes. Vous vous souvenez dans GoldenEye, pour ceux qui ont joué, quand on n'a plus d'armes et qu'on est obligé de se battre avec ses... avec ses mains là, façon Hot Job, c'était génial. Mon enfance. Donc il y avait absolument tout dans ce film des Charlots pour me séduire. Et puis il y a les Charlots, cette grande inconnue pour moi jusqu'à il y a environ un an, et j'avais découvert grâce à vous une véritable institution. Pardon, monsieur l'agent, le stade, s'il vous plaît. Par là. Merci. Bien évidemment musicalement parlant, mais la chaîne a surtout vocation de parler de cinéma, et les Charlots ont compté dans la comédie française, en tout cas dans la première moitié des années 70. C'est une histoire que je vous ai déjà racontée quelques fois, mais je pense qu'il est temps de conclure. Les Charlots, ce groupe de musique à succès qui s'essaye au cinéma en 70 dans La Grande Java, réalisé au départ par Philippe Clair, mais avec qui le courant ne passait pas bien du tout. En revanche, il sympathise avec le directeur de la photographie, un certain Claude Zidi, qui finira le tournage abandonné par son réalisateur, et que les Charlots, pour le remercier, lanceront dans la réalisation l'année suivante. Avec Les Bidas en folie, un véritable carton avec 7,4 millions de spectateurs, battant cette année-là La Folie des Grandeurs de Gérard Horry avec un certain Louis de Funès. Les Charlots, justement, fans de Louis de Funès, qu'ils ont comme modèle, et afin de se rapprocher d'une éventuelle collaboration avec leur idole, ils vont tourner avec les mêmes réalisateurs. Jean Giraud, en 72, dans Les Charlots font l'Espagne. J'aurais peut-être dû choisir celui-là comme dernier Charlot à traiter, non? Celui en Espagne avec Jean Giraud, il y a des chances qu'il soit quand même un petit peu meilleur. Vous me direz en commentaire si c'est un bon film ou pas, selon vous. Et peut-être que je le regarderai, peut-être pas forcément pour en faire une vidéo, mais juste pour me faire mon propre avis. André Hunebelle également, le réalisateur de la trilogie Fantomas, avec le diptyque Les 4 Charlots Mousquetaires et À nous 4 Cardinals, ou encore un peu plus tard Vive la liberté de Serge Corbert en 77, sans compter bien évidemment Claude Zidi, même si ça viendra plus tard pour Louis de Funès, qui ne tournera avec lui qu'en 76 et en 77. Mais Les Charlots, c'est avant tout un départ canon, et avec une audience qui baissera quasiment de film en film, à une exception près, car le concept des gags à répétition, un parfois toutes les 10 secondes, c'est assez fatigant. Et ça rend les films très inégaux. Non seulement inégaux au sein de chaque film, mais également inégaux de film en film, où les idées sont au fur et à mesure moins bonnes, et où le concept lasse malgré le changement d'univers, entre l'armée, le commerce, le surnaturel, l'espionnage, les films historiques, etc., etc. Et malgré le côté lourd d'au moins la moitié des gags, ils étaient parfois super créatifs. Oui, allô? On en a vu quelques-uns, mais je pense à la voiture qui se coupe en deux en hésitant entre deux routes, Les deux crétins. le manège dont les avions se détachent pour réellement voler, encore une fois un petit hommage à Mary Poppins, la voiture à l'envers qui roule sur des vélos, le chemin qui va tout droit, Vire-le! Allez! Là! Tout droit! et j'en passe. Et comme j'avais décidé de regarder les Charlots dans le désordre, le hasard m'avait fait choisir celui que je considère, et eux aussi, comme étant le meilleur d'entre eux, à savoir le Grand Bazar, avec des gags certes inégaux, mais au service d'une thématique forte, les grandes surfaces, opposées aux petits commerces de proximité. À partir du Grand Bazar, je me suis dit que j'allais absolument tous me les faire, puisque j'avais bien aimé. Et le deuxième que j'avais tiré au sort, Les Bidas en vont en guerre, était presque aussi bon. Avec nos 4 lascars qui se rebellent contre l'armée, ça a mené à une thématique de gags parfois intéressant. Idem pour Le Faux du Stade, le troisième que j'ai vu, qui permettait de voir nos Charlots dans des disciplines sportives dans lesquelles ils n'étaient pas doués, ça amenait forcément des décalages qui amèneraient au rire, c'était pas très difficile à faire mais ils l'ont bien fait. Et à chaque fois on avait des guests de qualité dans les films, on avait Michel Galabru, on avait Michel Serrault, on avait Paul Prébois, on avait Martine Kelly, qui d'autre encore, Marion Game, Gérard Jugnot dans Les Charlots contre Dracula.
Roger Carrel, Coluche. Et même le dernier en date, les Charlots contre Dracula, bien qu'il n'était plus que 3, car il y en avait un qui avait quitté le groupe. Waouh! Alors une question qui me brûle les lèvres, je ne comprends pas. Vous êtes 3 sur la pochette, ici vous n'êtes plus que 2. Que s'est-il passé? Il y en a un qui est parti? Alors que Louis Rego les avait aussi quittés dès 71. C'est un peu comme l'excellente page Facebook de Tintin, enfin Tintin, si on veut, où chaque membre du groupe, quand il est choqué par une publication un petit peu détournée, annonce qu'il va quitter le groupe, parce qu'il est pas content. Avec les Charlots, c'était un petit peu comme ça. Il y en a un ou deux qui disaient bah, « moi je m'en vais, je quitte le groupe ». Et puis il y en a certains qui vont revenir. Mais globalement, les Charlots, c'était pas simple à gérer pour les producteurs. Pas simple pour leur producteur attitré de l'époque, Christian Fechner, qui va les produire jusqu'en 75, le dernier en date étant justement Bon baiser de Hong Kong. Mais alors que les Charlots devaient tourner à 2 reprises avec Louis de Funès, leur consécration, en 75 et en 76, dans Merci Patron, puis dans L'aile ou la cuisse, Merci Patron est annulé suite au double infarctus de Louis de Funès en mars 75, et L'aile ou la cuisse sera produit par Fechner, mais qui écarte les Charlots, qui étaient au départ prévus pour jouer ses 4 fils, au profit d'un certain Coluche. Se cherchant un plan B, sans leur producteur attitré, ils souhaitent tourner avec Bertrand Blier, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques semaines, mais Fechner achètera les droits du scénario pour le jeter à la poubelle, estimant qu'il ne pouvait pas se produire sans lui. Et comme Jean-Guy Fechner et Christian Fechner étaient frères, forcément le frère a choisi son frère, le producteur, dans le litige qui l'opposait aux Charlots, et donc forcément, Jean-Guy Fechner a fait comme dans Tintin, il a quitté le groupe. Je m'en vais comme un prince. Tout comme Gérard Filippelli, qui est contrarié, va aussi quitter le groupe avant d'y revenir un an plus tard dans Les Nouveaux Charlots à 3, en trio. Mais bon, c'était clairement déjà le début de la fin. Ils étaient quasiment finis. Il y a eu d'autres films, mais dans le meilleur des cas et de ce que j'ai vu, ils étaient dans le meilleur des cas très médiocres. Ceci dit, vous me demanderez sans doute pourquoi je n'ai pas abordé les Charlots depuis plus de 9 mois. Eh bien tout simplement parce que j'avais décidé, toujours par tirage au sort, de faire mon 5e Charlot, et j'étais tombé sur Les Bidasses en folie de Claude Zidi. Leur plus gros succès en salle, je me disais sans doute que c'était pour une raison, et que le film serait sans doute à la hauteur de ceux que j'avais déjà regardés. Bah c'est raté. Franchement, j'ai arrêté 20 minutes avant la fin. Et je me suis accroché énormément. J'ai vraiment tenu parce que je voulais vous en parler, parce que c'était le 5e Charlot qu'on devait faire, et on aurait dû encore en faire d'autres par la suite, mais il m'a tellement dégoûté de continuer, que je me suis dit qu'après tout, 4 films, c'était pas si mal, et qu'on avait déjà plus ou moins tout dit. J'ai toujours dit que pour s'amuser avec les Charlots, il fallait se mettre au niveau. Se dire que ça allait peut-être pas voler très haut, mais se formater avant le début du film, se mettre en condition. Mais soit j'ai perdu ma faculté d'adaptation, soit le premier, ou plutôt leur deuxième, mais c'est le premier Zidi, était plutôt un film où ils se cherchaient, Zidi compris, et que le meilleur était à venir, et c'était le cas. Mais un film comique, ou qui se veut être comique, durant lequel tu ne rigoles pas une seule fois, ça peut être très long. Je vous garantis que c'est très très long. Mais Jean Sarus, l'un des derniers Charlots en vie, nous a récemment quittés. Et sans lui rendre particulièrement hommage à lui, je me disais que faire un dernier Charlot pour la route serait la meilleure façon pour moi de le rendre hommage. Et je vous ai donc suivi lorsque certains m'ont dit en commentaire qu'il fallait que je bosse celui-là. Parce que je vous lis tout le temps. Je lis chaque commentaire que vous mettez. Les meilleurs comme les moins bons. Mais parfois même, je vous écoute. Pour le meilleur, comme la 7ème compagnie volume 1 et volume 2, mais c'était une belle découverte pour moi, parce que j'avais toujours fait l'impasse dessus. Et comme les Charlots dans ceux que j'ai vus qui m'ont fait marrer, je dois l'avouer. Et parfois c'était pour le pire, comme aujourd'hui avec cette purge que vous m'avez infligée, parce que c'est quand même vous qui m'avez dit qu'il fallait faire celui-là. C'est pas gentil de mentir. Je vous disais en début de vidéo que les Charlots souhaitaient tourner avec les réalisateurs habituels de Funès. Giraud, Zidi, Une Belle, et pour Bon baiser de Hong Kong, nous avions Yvan Chiffre. Qui Qui Mais c'est qui, lui? Excellente question, les amis. Yvan Chiffre. Alors, je suis nul en chiffres, mais... mais j'ai la mémoire des noms. Et ce nom, il me dit quelque chose, quand même. Sur les chiffres? Bon, le chiffre, ça sonne James Bond, comme quoi il y a encore un lien, mais c'est pas ça. Alors, Yvan Chiffre, du coup, je cherche... Oui, bah cherchez mieux. Ah bah oui, c'est un cascadeur. De mon Mirail, cascadeur. Pas mal axé bagarre, parce qu'il a chorégraphié les combats dans Fantomas, dans les 2 premiers. Il a même joué l'un des hommes de main de Fantomas, on le voit à l'écran. Et il a surtout mis en scène les scènes de cascade dans Les 4 Charlots Mousquetaires. C'est ce qu'on appelle un rapport. Mais il a aussi exécuté des cascades dans les Fantomas, dans le Cercle Rouge, dans le Cornio, dans la Grande Vadrouille, dans les OSS 117 d'Une Belle. Mais en tant que réalisateur, il n'aura fait que 3 films. Donc celui-là, ça a été son premier. Son premier, ça doit être ça la raison qui fait que ce film est un véritable fiasco pour moi, et il est temps du coup qu'on parle du film en lui-même, parce que c'est pour ça qu'on est là. Mais ce film m'a mis dans une telle colère, encore une fois, parce qu'il y avait tout ce que j'aime, indépendamment du cinéma français. Le meilleur des Disney, c'était pas rien, et James Bond, s'il vous plaît, la saga d'espionnage par excellence.
name's Bond. James Bond. Avec un casting international, un film qui a l'air d'avoir des moyens. Avec de la tôle froissée, j'avais pas vu autant de bagnoles bousillées depuis Taxi 2. Une partie du film a réellement été tournée à Londres et la majeure partie du film a réellement été tournée à Hong Kong. En 75, c'était pas donné pour une production française. Il jette les valises. Ben, on est peut-être trop chargé, hein. Coluche le fera plus tard dans Banzai, Depardieu et Clavier le feront plus tard dans Les Anges Gardiens. On a parlé des deux films sur la chaîne. Et c'est ce qui a dû attirer les Charlots, parce qu'ils signaient les films juste pour voyager, pour pouvoir prendre des vacances. Ils s'en foutaient un peu des films. Et en plus, ça marchait. Ils auraient eu tort de se priver. Et le film n'est pas moche. Et la photographie est soignée. Et le cadre est bon. J'ai rien à dire sur le film d'un point de vue purement technique. Je pense que, mis à part le réalisateur, mais c'est quand même un gros problème, il y avait des professionnels dans cette équipe. Le film est construit comme un vrai James Bond, avec un gun barrel dès le début. C'est encore long. Nul. Oui, nul. La version de Taxi 3 avec le gun barrel était déjà pas génial, mais c'était déjà un petit peu mieux que ce... Enfin, c'est raté, quoi. Mais gun barrel quand même. Je salue l'effort. Un générique James Bondien, vraiment pas mal, avec une musique des Charlots. Et en fait, on en oublie le côté parodique. On en oublie le côté drôle. Et on se dit, mais est-ce que c'est vraiment une comédie, ce truc-là? Parce qu'il y a juste au moins 20 fois moins de gags en quantité que d'habitude. Et pour en avoir autant en moins, soit ils étaient pas du tout inspirés, soit c'était clairement voulu de changer leur image, de s'affranchir de leur image clownesque. Sauf qu'après, ils y retournent pleine balle, donc je sais pas. Je sais pas ce qui leur a pris. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Et les rares gags qui restent de temps en temps pour essayer de dynamiser un peu le tout, on a le droit à ce genre de truc. Oh mon Dieu, quelle catastrophe. Les Charlots te vendaient du rêve avec les gags avant, tu te disais que le budget est passé là-dessus. Tu te disais qu'ils avaient une idée de dingue, comme couper une voiture en deux, et qu'il fallait trouver les moyens techniques pour y arriver. Et ça, je respecte. C'est une pièce unique. C'est ce sparadrap qui est resté collé après mon... Mais quelle idée de le poser sur la cheminée aussi, enfin. Ah, y a pas idée de mettre une cheminée aussi bas? Là, par exemple, à un moment donné, on est dans une corrida. On se dit, les Charlots arrivent dans une corrida malgré eux. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Dans les films tels qu'ils les avaient fait avant, on aurait eu une scène avec le taureau, même si je préférais ne pas voir ça, parce que je déteste le principe de la corrida. Mais là, ils vont passer par là, mais ils vont même pas s'approcher, ça sert à rien. Ils n'exploitent pas du tout le cadre, alors qu'avant on te dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer ici? Bah rien. Au revoir, merci. Allez, puisque je suis honnête sur cette chaîne, je vais donner un point à un gag du film qui m'a fait sourire. Je dis pas que j'ai rigolé, mais au moins j'ai souri, et c'est la seule fois en 1h40. Tu peux pas pousser la banquette? Ouais. Ça vient pas de là, c'est le... Ça vient pas de là. Le dossier. Autant vous dire que j'ai fait la gueule pendant ce film-là. Mais c'est la scène du taxi. On a l'habitude de les voir désosser les voitures. Dans ce film-là, ils le font 4 ou 5 fois. Mais là, je trouve que le gag est bien amené. Tu vas voir. Je vais l'ouvrir. Il y en a pas pour longtemps, là. On n'arrive pas à fermer la porte, donc on vire les banquettes, on vire l'autre porte, on vire le coffre. En fait, on désosse la voiture du pauvre taxi qui dit rien. Ça venait pas de la banquette. De toute façon, on la remettra jamais, la porte. Hein. Et finalement, ils vont dire, bon, on va prendre l'autre taxi, la voiture, elle est toute neuve. Vous voyez, celle-là, voilà. Ça, c'est un gars qui sent l'écriture, qui a été préparé. Mais c'est le seul.
Ah, on a assez perdu de temps. Et le taxi? On va prendre l'autre, il est tout neuf. Dites-moi pour vous si c'est pareil, mais... Mais sinon, il y a pas mal d'accidents de voiture dans le film, très bien orchestrés par Rémi Julienne, ainsi qu'un running gag complètement raté du shérif de James Bond, qui, comme dans les James Bond, se voit exploser sa voiture à plusieurs reprises dans le film. Mais ça ne fonctionne jamais. Vous êtes tout noir, Petrol. Et ce qui est le plus insupportable dans le film, et je pense que ça casse tous les gags, c'est que les 3/4 des personnages que les Charlots vont rencontrer sont étrangers. Ils sont britanniques, ils sont asiatiques, mais ils parlent tous, comme par hasard, français. Essayons un autre exercice, je vous prie. Madame Loubet, de quelle manière vous saluez la foule? Avec un accent épouvantable, et ils sont tous, du coup, doublés, et très mal doublés. Elizabeth? Allez, allez! Elizabeth, ce n'est pas à cause de mes pieds plats qui m'ont réformé. Non. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est que même les Charlots eux-mêmes, on dirait qu'ils se sont redoublés en France. J'ai parfois l'impression que les lèvres, elles bougent toutes seules, que c'est mal doublé, alors qu'ils se sont pas doublés eux-mêmes, ou alors faudra m'expliquer pourquoi. La petite du magasin. Là-haut. Peut-être parce qu'il y avait trop de bruit, comme ça arrive parfois qu'ils ont été obligés de se redoubler en post-synchronisation, mais ça a été très mal synchronisé. Je le connais, ce mec-là. Tu connais toujours tout le monde, toi. Mais je l'ai rencontré une nuit à Casablanca, sur un coup. Allez! Et puis il y a aussi un autre problème, c'est qu'ils sont d'un mou. On devrait aller faire un petit tour au Hong Kong Studio. Et tu crois pas qu'on s'est assez mouillé dans cette histoire? Il paraît que c'est parce qu'ils pensaient prendre du LSD ou je ne sais quelle substance sur place et qu'il s'est avéré que finalement ils se sont fait avoir et qu'ils ont eu des somnifères. Ça doit expliquer un peu leur côté somnolent parce qu'ils ont vraiment l'air de se faire chier à l'écran. Je vais vous accompagner au Hong Kong Studio, mais il ne faut pas que l'on puisse nous reconnaître. Vous pouvez compter sur nous. On a aussi une apparition de Léo Zitrone, et qui accepte de jouer dans le film uniquement parce que la prod paiera un billet d'avion également pour sa femme afin qu'il puisse passer quelques jours à Hong Kong. Il faut également savoir que celle qui joue la reine d'Angleterre est dans la vie une réelle doublure de la reine, en revanche elle était réellement une femme de ménage, comme dans le film, et la vraie reine Elisabeth II avait prévu justement un déplacement à Hong Kong durant le tournage. Et les tournages à Hong Kong ne sont jamais de tout repos. Les autorisations de tournage sont difficiles à obtenir, on avait vu pour les Anges Gardiens que les triades demandaient de l'argent pour tourner, et ça n'a pas raté non plus cette fois, car l'actrice asiatique, ce qu'on pouvait appeler la James Bond Girl du film, s'est faite enlever durant le tournage pendant plusieurs mois, et a été remplacée sans que le réalisateur ne le sache, par 3 doublures. Heureusement, elle sera libérée, mais c'était sans compter sur les producteurs associés chinois qui se sont eux aussi fait racketter et agresser durant le tournage. Tout ça pour dire que le projet au départ, c'était de défranchouillardiser les Charlots pour les sortir de leur image, d'où l'idée, ils en étaient fiers, de faire un véritable film d'action avec des moyens, avec des avions, avec des hélicoptères, avec des voitures qui se cassent, avec des motos. On a mis tous les moyens. Il y a les voitures, les avions, les motos, un quartier qui s'écroule à Hong Kong, les carambolages sur lesquels... 2 reines d'Angleterre. La reine d'Angleterre, c'est de l'autre côté, il y a une voiture qui passe comme ça. Il y a 2 reines. Il y a un avion qui vient de s'écraser. Et pour ça, ils ont véritablement bénéficié de beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens donc pour nous plonger dans un véritable film d'action. Enfin, disons, action à la française. Et je le découvrirai, Abdallah de Bourgogne. Sire, vous savez que Pardaillac aime votre fille, Sigismonde. Et ils en ont donc oublié de rire. Nous n'avons qu'une version extrêmement molle d'un James Bond nul, avec des Anglais ou des Asiatiques qui parlent tous français, mais très mal doublés, et ce n'est pas logique, et c'est surtout un sacrilège avec de tels acteurs. Sauf à 2 reprises, on a eu le bon goût, enfin, de ne pas doubler les 2 acteurs au moment où ils chantent. It won't be a stylish marriage, we can't afford a carriage, but you'll look sweet upon the seat of a bicycle made for two. Oh là 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 là. Surtout Mickey Rooney qui chante longtemps, et il paraît qu'il a eu son texte 1h30 avant de jouer, qu'il a tout joué direct, qu'il a improvisé toutes les danses, bref, ça n'a pas été travaillé, mais grâce au côté pro du mec et à son métier, ça ne se voit pas. Mais ils ont oublié pour 80% du film d'y insérer des gags. C'est un gros oubli quand même, à mon avis, c'est pas un oubli, c'est voulu. Et si on demandait à notre réalisateur Yvan le chiffre ce qu'il en pense? Qui ça? De qui tu parles? Mais de qui il parle là? Est-ce qu'ils seront différents dans ce film de ce qu'ils étaient d'habitude? Ah oui, ils sont absolument différents. Hein. Personne ne les reconnaîtra de toute façon. Et les Charlots ont déjà changé. C'est plus les petits gugus qu'ils étaient avant, et eux-mêmes, ils ne voulaient plus prendre cette couleur-là, et c'est quand même les Charlots. Par exemple, dans un Charlot, avant, si t'avais imaginé une scène où les Charlots doivent s'infiltrer dans un endroit en essayant de passer via un bus, comme c'est le cas dans le film, on aurait eu un gag où on aurait vu comment ils s'étaient accrochés dans le bus, comment ils avaient été en dessous, au-dessus, on aurait ri de ça, on aurait voulu faire un gros gag visuel là-dessus. Alors c'est ça les Hong Kong Studios? Oui, les voilà.
Ah ben. Voilà. Dans un Charlot normal, quand on les voit débarquer sur une scène d'un spectacle a priori dangereux avec des armes et qu'ils n'ont pas fait exprès d'être là, on se dit qu'on va exploiter à fond ce concept-là. Au revoir, merci. Mais pas là. Et tout est comme ça. On dirait vraiment qu'ils ont été dans une grosse panne d'inspiration. Ou qu'ils ont voulu au dernier moment se la jouer sérieux. Mais dans ce cas-là, ne vends pas une parodie James Bond. Tu peux pas passer des bidasses en montant en guerre. À ça. Le choc, il est trop radical. Et en plus, on peut pas s'attacher à ces personnages-là, pour une fois, parce qu'en plus, ils ont l'air d'être compétents. Plusieurs fois dans le film, ils se retrouvent confrontés à des dizaines d'ennemis en même temps, et à deux, ils arrivent à en battre 20. Donc tu te dis que les gars, ils savent se battre, que ce sont sans doute des vrais espions, alors que tu t'attends à ce que ce soit un petit peu plus des Frank Drebin. Moi, je m'attendais à ça, mais j'ai peut-être tort. Mais quand je vois la parodie de James Bond et de la parodie d'espionnage, je me vois un petit peu plus dans l'esprit de Y a-t-il un flic? Mais là, ils sont ni incompétents, ni maladroits, parce que c'est pas vraiment eux les maladroits, sauf dans la scène du bas, ce qui est... Mais le reste du temps, ils sont juste mous, pas intéressés par ce qui se passe, et de temps en temps, t'as une petite blague comme ça. Elle a la fièvre. Jaune. Qui est un petit peu limite. Franchement, je sais pas où sont les torts. Est-ce que c'est que le réalisateur qui était pas du métier, qui était pas fait pour maîtriser un film comique, alors qu'il est plus dans le côté technique et action? Cascadeur, catcheur, pilote de rallye, c'est du kiff-kiff bourricot, hein. C'est pas parce que tu sais faire des cascades que tu sais faire un film, je pense. Surtout un film comique qui est pas facile. Et tu peux pas, sauf quand tu t'appelles De Funès et encore, tu ne peux pas t'auto-diriger toi-même. C'est pas bon. Donc est-ce qu'il y avait un patron sur ce plateau? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière la caméra, il ne maîtrisait pas le comique. La preuve, dans une scène qui, je pense, pour moi, est le malaise et révélateur de tout ce qui se passe, c'est cette scène sur David Tomlinson qui, même avec son talent, ne peut pas faire grand-chose de ça. Même avec un acteur pareil, qu'est-ce que tu fais de ça? Pourquoi est-ce que tu zoomes autant sur lui pour montrer son côté exaspéré parce qu'ils ont encore cassé hors champ quelque chose qui lui appartient et qui était précieux? Il fallait juste faire quelque chose dans ce genre-là, genre. Et le faire sortir. Il n'y avait pas besoin de zoomer et de montrer son exaspération, parce que si tu le montres, on se méfie, on ne rigole pas. C'est basique. Et je mets mon veto sur cette vidéo. Que personne ne vienne me dire pour cette purge, mais t'as qu'à le faire, toi, si tu sais si bien faire, de te critiquer. Oh là 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 là. C'est le pire commentaire du monde, il est tellement... C'est pas moi le professionnel dans l'histoire, ce sont eux. Donc c'est à eux de faire mieux, c'est pas moi. Au revoir, merci. De rien, et c'est gratuit. Qu'est-ce que c'est l'histoire de ce film? Tu comprends quelque chose, toi? Il faut demander à Jean-Guy. Jean-Guy s'est toujours très bien renseigné sur ce genre d'affaires. L'histoire de ce film, c'est... Curieux hommage au Charlot quand même que j'ai fait aujourd'hui, parce que c'est pas très joyeux, c'est pas très positif. Donc on va faire en sorte de finir sur une bonne note. Parce que les Charlots, rien qu'en France, c'est quand même plus de 40 millions d'entrées dans les années 70. Donc c'est quand même hyper respectable. Et plus que le double à l'étranger, parce que les Charlots, ça s'exportait très bien, leur humour était tellement visuel et donc universel que ça fonctionnait à l'étranger, surtout en Inde, où ils ont cartonné. Donc respect aux Charlots, respect à cette belle décennie qu'ils ont passée, malgré les problèmes de groupe. Alors au revoir le Tranxène, puisqu'il n'en reste qu'un. Question, que s'est-il passé? Mais en ce qui concerne Bon Baiser à Hong Kong, le résultat final est indigne, indigne d'une parodie de James Bond, indigne surtout des acteurs qui y jouent. C'est presque honteux de leur offrir ça, avec leur talent, et ça me met en colère, et surtout j'ai presque honte. Et surtout, le film est même indigne de ce que savaient faire les Charlots. C'est une histoire enlevé par un monsieur qui est amoureux d'elle. Ça n'a rien à voir, c'est que la reine d'Angleterre au départ est amoureuse de moi. Et je l'emmène en vacances à Hong Kong. On doit pas avoir le même scénario. Parce que on n'a pas le même scénario. Et on est là pour ramener la véritable reine d'Angleterre. En Angleterre. À Hong Kong, dans son voyage officiel. Tu reliras ton scénario et demain, interrogation avec lui. Il a pas tort, moi aussi j'ai lu ça. J'ai entendu parler de ça. Vouloir faire un film avec des moyens, avec de la casse, avec des combats, avec des décors, dans un joli paysage, ça ne doit pas être au détriment du comique. Et si c'était voulu de retirer le comique pour se la jouer plus sérieux, bah il faut compenser le manque de comique par autre chose. Là, il n'y a rien, c'est le vide, c'est le bide absolu. Alors pas au niveau des entrées, 2,4 millions d'entrées c'est correct, même si pour un Charlot, c'est plutôt la fourchette du bas. Et je pense que c'est ce film-là qui enclenche clairement la pente descendante des Charlots, puisqu'après, Fechner s'en va, les deux. Non, je viens d'avoir une scission avec Joël sur le display rack
la connexion analogique sur VSP 800. Et que le groupe A4, précédemment 5, passe à 3. Forcément, ça sent la fin. Vous allez voir, ils sont comme neufs, vous allez en être contents. Tout droit. Pardon, monsieur l'agent, le stade, s'il vous plaît. Par là. Merci. Voilà, c'est comme ça que je me souviens des Charlots, dans leur meilleur moment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est la dernière qu'on fera des Charlots, même s'il faut jamais dire jamais. Mais je suis content d'en finir avec ça, parce que c'est une belle découverte que je vous dois, même si tout ne se vaut pas. Mais je suis ravi d'avoir fait cette découverte, parce que je suis aussi là pour aller en territoire inconnu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé, il n'y a pas énormément d'anecdotes que j'ai trouvées sur ce film, parce qu'il n'y a rien sur le DVD. C'est un film direct ou DVD avec les bonus où on vous dit la filmographie des acteurs comme s'il n'y avait pas internet. J'espère malgré tout qu'elle aura été divertissante. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire à YouTube en mettant un j'aime, en disant que vous êtes passé par là, en mettant un commentaire. Et si vous ne savez pas quoi dire en commentaire, bah vous pouvez toujours dire ça. Et ça ira très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour les inconnus. Le téléphone sonne toujours 2 fois. Cette fois-ci, c'est bon, c'est la bonne. Et en attendant, comme à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. C'était Bon Baiser de Hong Kong, réalisé par Yvan Le Chiffre. Un quoi, pardon? Attends, rembobine, là j'ai rien compris. C'est qui? Qui ça? Ah mais oui, bien sûr. Qui ça? C'est qui lui? C'est qui lui? Qui ça? C'est qui lui? C'est qui celui-là? Qui? C'est qui celui-là encore? Et c'est qui lui encore? De qui on parle? C'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui? Qui? Mais c'est qui lui? Ok. Et c'est qui? C'est qui? C'est qui? Qui ça? C'est qui? Combien? Un qui quoi, ça? pardon? Attends, rembobine, là j'ai rien qui? compris. Un quoi? Qui ça? Non mais rembobine, qui ça? j'ai rien capté là.